déjà te remercier, Jacques, d'avoir répondu favorablement à cette demande. Comme j'ai eu la chance d'être un des relecteurs, j'ai pu voir l'ampleur de la tâche et puis l'intérêt aussi que ça a eu pour moi, et que je me dis maintenant que ça peut être intéressant pour les autres de ne pas être découragé par le poids ou l'épaisseur de cet ouvrage-là, et que dedans il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes. Comme on va en parler tout à l'heure, je n'en parle pas plus là maintenant. Et donc on va passer la journée ensemble chez toi, avec une merveilleuse météo. Il fait beau, il y a des bus qui passent. Des hirondelles. On est bien entourés, bien accompagnés. Et on va passer une super journée tous les deux. J'espère bien. Ça va être chouette. Et donc on va commencer par on va rentrer dans le vif du sujet directement. Le plus chiant pour toi. Mais le plus intéressant pour moi, et en fait voilà, on va évacuer toutes ces questions-là concernant l'homme que tu es, pour ensuite dans les prochains épisodes aborder le contenu, la pensée, la réflexion, la matière. L'ouvrage, quoi. Ouais, l'ouvrage, voilà. Et donc pour commencer, j'ai un petit jeu à te proposer. Comment le loup noir en toi se voit lui-même. Tu mets les lunettes du loup noir et c'est comment je vois à travers le loup noir. Le loup noir qui tu es. Ou comment l'extérieur, les personnes voient le loup noir en moi. Non, on va laisser les autres. On va leur laisser. Comment je vois c'est ça. Comment je vois le monde à travers mon loup noir. Avec ton loup noir. Mon Dieu, s'il est encore là. Mon Dieu, non, mais c'est la source de tout. Enfin non, parce que je vois aussi comment je vois le monde à travers mon jardinier, à travers mon sage. Et ça, c'est les questions d'après. Voilà, c'est les questions d'après. À travers le loup noir, je vois un monde profondément dur, profondément blessé, profondément perdu dans une sorte de folie. D'inconscience, de solitude, et une espèce de, à la fois une blessure, parce que c'est dur d'être, comme je le dis souvent, c'est dur d'être dans ce monde, et à la fois une espèce de rage, de violence, parce que il y a comme une colère dans cette incompréhension qui peut faire ressortir des blessures d'injustice, de tout ça, etc. Et donc voilà, c'est une vision comme ça pessimistique. Ok. Et alors, j'avais certainement mal formulé ma question, mais la réponse, elle est bonne. Est-ce que la vision du monde, avec tes lunettes du loup noir, qu'est-ce que ça dit de toi? Est-ce que de mon propre loup noir. Ouais. Est-ce que t'as ce pessimisme sur le monde? Non. Alors, c'est une vision qui disparaît de plus en plus, qui s'efface au fur et à mesure des années, et puis aussi du travail de compréhension. Mais si je reviens à mon loup noir intérieur et à celui qui a vraiment pris toute sa place dans des années plus jeunes de ce que je fus, c'est beaucoup de blessures, beaucoup de dureté, un mental exigeant, peu de place à l'erreur, peu de place, etc., exigence, fermeture sur moi-même, des choses comme ça. Ok. Et aujourd'hui, il y a une espèce de pacification qui s'opère. Aujourd'hui, bon, le noir, je m'aperçois que c'est juste un enfant immature à l'intérieur de moi-même. Alors, il y a le chat qui est venu, etc., mais un petit être que j'invite de plus en plus à venir sur mes genoux ou dans mon ventre ou dans mon cœur et avec lequel je peux discuter. Mais il y a une époque où il prenait toute la place. Il y avait que lui et le reste du monde était soit un mensonge, soit une illusion. Ok, super intéressant. Merci. Entre guillemets, bonne réponse à ma question. Ça y est, on a trouvé le bon angle. J'ai réussi à faire une question compréhensible. Mais toi, c'est un tout petit peu de ce qu'on peut dire. Ouais, c'est ça. Mais on va se laisser dériver. Il y a pas de problème. Toutes les réponses sont bonnes et toutes les questions le sont aussi. Pas forcément. Il peut y avoir des réponses à côté des fois. Mais non, mais ça marche. Mais elles veulent dire aussi plein de choses.
Alors là, c'était les lunettes du loup noir. Là, maintenant, je vais te demander de passer les lunettes du jardinier. Comment est-ce que tu te vois, toi, en tant que jardinier? Ah, tu vois, il y a quelque chose qui monte à l'intérieur du cœur, là, dans le thorax. Qu'est-ce que c'est infiniment plus agréable et plus léger. Quand je vois le monde avec le jardinier, ben, je le vois un peu comme ça. C'est un monde qui est plein de beauté. C'est l'essentiel de ce que je pourrais y dire. C'est quelqu'un qui travaille dans un monde qu'il aime et qu'il regarde avec des yeux de compassion, de patience, d'attente, de partage, de co-création, voilà, où tout se fait ensemble. Okay. Je vais faire une référence au jardin de Phil Horn, mais c'est vraiment cette idée-là, la co-création avec la nature, et d'être vraiment dans ce monde, et d'être un être de ce monde. Pour moi, le loup noir, il est en dehors du monde. Il se place en dehors du monde, le subissant ou en étant son prédateur. Le jardinier, plus du tout. Le jardinier, il est inclus dans ce monde, il en fait partie. Il est aussi mortel et vivant que lui. Et donc cet espace dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel tu organises des stages que tu reçois pour les différentes activités que tu proposes, il est un peu le reflet de ton lien avec le jardinier. C'est le jardin du jardinier que tu es, toi. Voilà. Au fur et à mesure des années, je vois se révéler le potentiel en tant que jardin. Et je pense que si je vis encore 50 ans, il va se révéler encore un autre potentiel, encore plus vaste, encore plus large, même peut-être au-delà du jardinier. Super. Merci pour le jardinier. Et donc, la dernière, on va dire, couche, c'est celle, en fait, que tu as utilisée pour ton livre. Donc, c'est celle du sage. Donc, là, je vais être direct. Jackie, es-tu un sage? Ouais. 100%. Tu veux que j'approfondisse la réponse? Bien sûr. Alors, oui, parce que je sens la réponse provocatrice et puis un peu limité, en fait. Non, mais qui cache tout le reste. Oui, je suis un sage. Comme je suis un loup noir, comme je suis un jardinier, comme je suis un sage, et comme tu es un sage. C'est une partie de nous qui est constituante de ce que l'on est, notre origine, et notre base et notre source. Et tout être conscient peut, en tirant ce petit fil à l'intérieur, trouver cette partie que j'appelle sage, mais qu'on peut appeler de tout un tas d'autres mots, mais qui correspond à un moment où on a dépassé la dualité, où on a dépassé notre propre dualité et tous les conflits. J'ai pas été voulu, j'ai pas été aimé, j'ai pas été compris, tout un tas de bazar comme ça, etc. Et à un moment donné, ça s'arrête. Le bazar s'arrête, le foutou intérieur s'arrête. Juste un peu de verticalité. Tout est OK, tout est à sa place, tout est accepté. Voilà. Et je suis cela, tu es cela et chacun est cela. Mais est-ce qu'on le trouve et à quel moment on le trouve? Moi, j'ai tellement tempêté contre les autres, contre moi-même, refusant d'y croire. Et puis, peu à peu, à force d'expérience et de rencontre avec ce sage-là, mais oui, évidemment qu'il est à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que je me suis permis d'en parler un petit peu dans le livre. Ouais, c'est ça, c'est assez rare. Moi, c'était la première fois que je lisais un texte sur le sage. J'ai lu plein de choses sur la sagesse, mais le sage, et comment est-ce qu'il s'incarne, quelle forme il peut prendre. Pourtant, il y a beaucoup d'écrits, de livres, aujourd'hui de vidéos qui sont écrites et filmées. Par des sages et qui expriment un message profond. On en a plein, il y a pléthore. Mais qu'est-ce que c'est un sage? Dans la vie ordinaire des gens, de toi, de moi, de nous, de nos voisins, de nos familles, etc., c'est quelque chose qu'on aborde peu. Non, c'est ça. Soit sous des grandes figures. C'est pas que c'est tabou, parce que je pense qu'on peut en parler, mais personne ne se donne le droit d'oser se positionner à ce niveau-là de conscience et de présence. Voilà, c'est ça. Ça va être des grandes figures qui vont être soit mortes. C'est les saints, c'est les grands sages, c'est les grands écrivains, c'est les grands artistes. Qui ont des destins inaccessibles pour le commun des mortels, qui vivent au fond des grottes, ou qui sont reclus. Et là, dans ta réponse, ce que moi j'entends, c'est que le sage, il est dans le monde aussi. Oui, c'est ça, parce que il suffit pas de faire un darshan pour 10 000 personnes ou 50 000 personnes pour pouvoir avoir en soi une forme de sagesse, en fait. C'est ça.
quand même, on le retrouve dans tout un tas de peuples autochtones ou de peuples premiers qui savent mettre en avant les aînés, les anciens et la part de richesse qu'ils ont peu à peu acquis à force d'expérience et aussi de réflexion. Et là, le sage, il a beaucoup plus sa place. Chez nous, dans notre monde occidental, mon Dieu, ça fait presque louche. Ouais, c'est ça. Et j'ai hâte qu'on arrive à la partie du sage, mais qui sera une des dernières qu'on va enregistrer aujourd'hui. Patience. Ouais. Miam miam. Le soleil va tourner un peu. Ouais, c'est ça. Et puis j'en ai pas fini avec toi. Oui, merci en tout cas pour t'être prêté à ce jeu du petit portrait chinois. J'avais envie de te poser la question de. Donc, tu m'as dit qui tu étais. Qu'est-ce que tu proposes en fait? C'est quoi ton activité? Alors c'est pas ça qui te définit. Mais là, tes réponses, elles te définissent bien en tant que personne. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes au monde en fait, dans ce lieu ou ailleurs? Ouais. Enfin, entre guillemets, ton métier, oui, si on c'est ça. Et j'aime bien quand tu dis ça me définit pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est juste des casquettes temporaires. Qui représente une partie de ma réalité, mais voilà, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, je sais bien les limites de la chose. Et je te connais, donc voilà, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes au monde alors? Donc dans ce que je propose aujourd'hui, ce sont des cours de yoga qui sont faits dans cette salle derrière. C'est aussi un rôle de thérapeute, d'accompagnement individuel, ce que j'appelle thérapie holistique, parce qu'on touche tellement de choses du corps à la conscience, aux mémoires, etc. Et puis toute une activité avec ma collègue Sandrine sur l'association qu'on a fondée il y a 10 ans. Donc on fête au mois de mai là les 10 ans de cette association, incroyable. Et où on propose des stages de connaissance de soi d'une manière générale, globale, qui tournent autour de la sensibilité, de la médiumnité, du chamanisme et des huttes de sudation, tout un monde comme ça, un univers très proche de soi, de nous et puis de l'environnement dans lequel on est. Et on est vraiment, on veut être des acteurs de ce qu'on appelle le néo-chamanisme, ou un chamanisme universel, ou autrement dit chamanisme arc-en-ciel. C'est-à-dire que chacun aussi, comme on a un sage en nous, on a aussi un chaman, et qu'on peut réveiller, qu'on peut révéler, et qu'on peut exprimer. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher ça, cette possibilité d'aller toucher un peu dans l'invisible une partie profonde de ce qu'on est, et profondément authentique aussi avec dans notre relation avec le monde et l'univers, parce que il n'y a pas que cette matière ici. Okay. Donc voilà, donc on s'éclate dans tous ces stages, on s'amuse bien. Oui, je confirme. Je sais pas. Pour avoir testé. Ouais, pour avoir testé, ouais. Ni disciple, ni élève, mais ouais, participant et on ne veut surtout pas de disciple. Ouais. Il est hors de question que ce livre, ces propos, les enseignements que je transmets ou qu'on transmet avec Sandrine soient récupérés par des fans, des disciples et des dévots. C'est hors de question. C'est ce qui nous intéresse, c'est la souveraineté intérieure et la verticalisation de chacun. Ambitieux, mais réaliste. Et je précise un peu, effectivement, vous voulez pas que ça soit récupéré au nom de ce que vous faites, mais par contre, tout ce que vous transmettez et ce qu'on peut acquérir dans vos stages ou à la lecture de ton livre, c'est des choses que tu nous invites à nous approprier pour justement exercer notre pleine souveraineté. C'est le plus beau cadeau. C'est que ça puisse venir faire ouvrir quelque part une porte, quelque part un bourgeon qui était en train de se préparer pour que, voilà. Okay. Comme toutes les semences. Super. Et ben, ça m'amène directement à une question spontanée. Quelles sont les autres personnes ou les livres ou tes sources d'inspiration dont tu t'es saisi pour être qui tu es aujourd'hui, tout ton parcours? Est-ce qu'il y a des personnes que tu as pu rencontrer avec qui tu as appris des choses, Parce que dans le livre, il y a très peu de références à des systèmes de pensée préexistants, philosophiques, spirituels ou religieux. Très peu de références à ce genre de choses. Donc, peut-être profiter là de ce moment où tu te présentes pour dire c'est quoi, toi, tes inspirations personnelles? En fait, il y a eu un gros virage à 23 ans où il y a tout un tas de choses qui se sont alignées à l'intérieur et à partir de là, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu, énormément de livres, comme une espèce de boulimie. Ça a duré 20 ans, 25 ans. En fait, toutes mes sources sont venues de là. En rajoutant quand même les expériences personnelles et les rencontres avec quelques formatrices, notamment
surtout des formatrices Ok. d'ailleurs, enseignantes et formatrices. Mais au bout du compte, je dirais très peu de rencontres humaines. J'ai cherché mon maître, Ouais. comme tout jeune aspirant voulant trouver les Mais réponses où est-il? absolues. Et puis on m'a dit à un moment donné, tu le rencontreras pas. Et ton Où il maître, viendra quand tu le ton chercheras maître est pas. peut-être, ouais. Et ton maître est à l'intérieur de toi-même. Ouais, déjà. Et ton maître, c'est l'expérience et c'est la vie. Mm. Et ça a été un peu une petite claque pour mon ego, etc. Parce que je voulais qu'on me donne toutes les réponses tout cru. Et voilà. Donc, et aussi les expériences, c'est-à-dire à travers le yoga, à travers la méditation, à travers les connexions à l'invisible, à travers le chamanisme aussi. Il y a tout un tas de choses qui petit à petit ont comme une roue qui a tourné, qui a semé. Et je me suis rendu compte par moi-même qu'on avait chacun la capacité à se relier au ciel comme à la terre et à tout l'univers et à tout ce que l'on est, mais par notre propre décision. Et j'aime bien ce mot-là de souveraineté intérieure, mais je le remets là. Ouais. Et qu'on est libre en fait. Ouais. Voilà, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des intermédiaires, soit des maîtres ou des gourous. Là, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a appelé grand gourou à plume il n'y a pas longtemps. Ou des prêtres ou des fonctionnaires de quelque obédience que ce soit. Ouais. Nous sommes nous sommes divins et nous sommes sur ce canal-là et nous sommes notre propre univers. Okay. Et très peu de références, quelques références quand même, et notamment deux qui sont vraiment très fortes. La première, c'est Satprem, qui est un grand marcheur de la conscience, qui a travaillé avec Mère à Sri Aurobindo, à Pondichéry, et avec Sri Aurobindo en le traduisant et en faisant une œuvre assez monumentale au niveau. Donc en Inde, hein. Ouais, en Inde, et au niveau d'ailleurs qui est français, qui vient de Saint-Pierre-Quibon. Ouais. Et qui a fait un travail gigantesque au niveau conscience et au niveau de préparation du futur humain, même on pourrait dire, avec le travail de Mère. Et puis une deuxième référence qui est aussi très importante, c'est Daniel Leroy, qui vit au Québec actuellement, qui a écrit une trentaine d'ouvrages, dont certains sont vraiment tellement puissants, tellement beaux et tellement connectés au niveau du cœur qui me touchent toujours encore. Okay. Ouais, bon, super, merci. Est-ce que j'ai fait un petit peu le tour pour toi? Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein.